Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, la blessure saigne tout le temps. Les silences de Lionel Jospin. Je connais très bien Jospin, c'est un ami. Qu'il ait été trotskisme autrefois, j'en suis très heureux. Moi, je l'ai été aussi, pas à la même date, mais je n'ai rien à lui reprocher là-dessus. Il était du côté de la fraction Lambert. C'est la fraction Lambert qui m'a exclu du parti, mais bon, je passe là-dessus. C'est pas... Il peut en être fier, mais il en a honte. Et à ce propos-là, il a fait un mensonge très grave, en disant « Je n'ai jamais été trotskiste ». Il a été poltron, exagérément. Mais alors moi, je ne peux plus, par rapport au reste du monde qui sait que je suis un trotskiste intègre et que c'est les raisons d'intégrité qui m'ont poussé au trotskisme, à savoir le procès de Moscou, voir que je soutiens un trotskiste qui ment sur sa situation, c'est quelque chose que je ne me sens pas une grande facilité pour faire. Derrière ces paroles prononcées peu avant sa disparition par Laurent Schwartz, grand mathématicien dans le siècle et homme de fidélité militante, il y a plus qu'une amitié déçue. Il y a la tristesse de voir qu'à l'aube du XXIe siècle, le trotskisme, de nouveau, se voit assimilé au mensonge. Mensonge à double fond, puisqu'il porte sur la dérobade d'un homme d'État à propos de son itinéraire, et que cet itinéraire serait lui-même une mystification, basée tout entière sur un entrisme sournois et souterrain, propice à tous les fantasmes. Telle serait donc la malédiction des trotskistes. Eux qui ont toujours voulu agir en pleine lumière n'auront jamais cessé d'être perçus comme des hommes de l'ombre. Eux qui sont nés en réaction à l'imposture stalinienne, les voilà désignés comme des fourbes. Eux qui ont toujours rêvé d'apparaître au grand jour pour militer à drapeau déployé au sein du mouvement ouvrier, les voilà renvoyés à de sombres histoires de taupes, d'intrigues florentines et de petits complots entre amis. Si bien qu'au-delà des déchirements intimes de Lionel Lambertiste et de Jospin Premier ministre, c'est toute la mémoire des luttes passées qui pourrait s'en trouver ternie. Et Laurent Schwartz a raison d'évoquer les lointains procès de Moscou, car c'est bien à ce moment-là que Staline invente vraiment le mot même de trotskisme pour en faire d'emblée une injure infamante, synonyme déjà d'hypocrisie active et d'espionnage sordide. Originaire de Danzig, traducteur d'Herbert Marcuse et de Wilhelm Reich, Boris Frankl n'est pas un trotskiste ordinaire. Plutôt freudo-marxiste que léniniste, plus suicidaire que révolutionnaire et plus individualiste que bolchevique de fer, il se voit pourtant confier par Pierre Lambert, et dans les années 60, le contact avec certaines jeunes recrues de l'Organisation communiste internationaliste, ou OCI, notamment dans le milieu du syndicalisme enseignant. Boris Frankl. Je n'étais pas un trotskiste habituel. Je suis le seul trotskiste, peut-être européen, qui a réussi à entrer dans des facettes de l'appareil d'État et de diriger des choses de l'intérieur. Les instituteurs étaient formés, les garçons à part et les filles à part, dans des écoles normales, et de notoriété publique, j'ai réussi à contrôler les deux années de formation professionnelle, aussi bien à l'école normale d'Auteuil, pour la Seine, qu'à l'école normale de Versailles pour la Seine-et-Oise. J'ai essayé de former de façon freudo-marxisto-trotskiste les futurs instituteurs, et pas simplement les futurs instituteurs de la région parisienne, mais aussi j'avais la même emprise obtenue après 3 années d'efforts à l'école normale supérieure d'éducation physique. J'étais devenu reichien en Suisse et je pensais que dans le domaine que surtout des jeunes avaient besoin de se poser des questions et d'essayer de pratiquer la liberté sexuelle. J'ai loué une chambre en face de l'école normale d'Auteuil. L'après-midi, je pouvais les baratiner pour
puisque j'aime beaucoup ce terme-là, et la nuit, l'un ou l'autre avait au moins un endroit où il pouvait coucher avec sa petite amie. Mais je faisais ça quasiment à titre personnel, puisque personne ne me contrôlait. Lambert était paf d'admiration des succès et des ravages, entre guillemets, que je faisais parmi une fraction de la jeunesse qu'il faut appeler naturellement la jeunesse intellectuelle. Tous les jeunes intellectuels qui venaient quasi exclusivement par mon entremise. J'ai donc exercé des ravages parmi des gens qui professionnellement n'étaient pas encore dans la vie avec un grand V, qui se préparaient à l'entrée de la vie et qui à ce moment-là étaient donc, par leur situation personnelle, ouverts à écouter des choses qui leur ont sûrement paru séduisantes parce qu'elles étaient objectivement séduisantes. Quelqu'un qui par hasard avait assisté à une cérémonie familiale chez les Jospin, etc., qui était dans la même cellule avec moi, m'a dit « Je viens de voir quelqu'un, c'est un cas pour toi ». Bon, c'était un cas exceptionnel où par le plus grand des hasards, je réussissais d'avoir quelqu'un dans l'appareil d'État qui pourrait nous renseigner. C'est la possibilité exceptionnelle de faire quelque chose à l'intérieur du camp ennemi. Et je lui proposais le Quai d'Orsay parce que je pensais que c'était le corps d'État qui serait le dernier à pouvoir s'imaginer qu'un révolutionnaire magouillait, nageait dans ce service. D'après moi, il a tout oublié. Le Lionel Jospin que moi j'ai connu, je ne sais pas, il a eu un accident ou quelque chose, il a disparu de la circulation. Est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas. Terminé. C'est une défaite personnelle extraordinaire dans mes yeux. C'est une blessure. Je suis comme Jésus. La blessure saigne tout le temps. Les relations publiques, c'est-à-dire politiques, dans ses yeux, avaient une importance plus grande que les relations privées, c'est-à-dire une amitié entre deux garçons. Alors jeune chercheur en mathématiques, Michel Brouet est gagné au trotskisme de l'organisation communiste internationaliste par un certain camarade Michel, alias Lionel Jospin, qui prend en charge sa formation à travers un groupe d'études révolutionnaires, ou GER. Michel Brouet. Eh bien, écoutez, c'était en 70. Il y avait quelques mois, 2 ans que j'étais une espèce de compagnon de route. Une fois ma thèse soutenue, le responsable de l'OCI, de Jussieu, est venu me trouver en me disant « Bon, voilà, tu es un emmerdeur patenté, tu es toujours en train de discutailler ceci ou cela ou tel aspect, tu te déclares d'accord mais pas d'accord. Nous, on t'a trouvé un type avec qui tu vas pouvoir discuter et qui aura du répondant, et puis... si tu l'acceptes, vous déciderez en commun si, malgré tes oppositions, ou si tu surmontes tes oppositions et tu deviens un militant de l'OCI ou non. » Donc j'ai accepté. Et j'ai vu arriver un grand type frisé, voilà. J'ai su plus tard qu'il s'appelait Lionel Jospin, que j'ai rencontré tous les mardis soirs, pendant, je sais pas, 2 mois, 3 mois, je me souviens plus. Au cours de discussions qui duraient, je sais plus moi, 2 heures, quelque chose comme ça, et on se faisait un certain nombre d'exposés et de discussions. Si j'avais vraiment cherché, je retrouverais les notes que j'avais prises à ces occasions-là et à l'occasion de ces discussions, parce que c'était des discussions sérieuses. Mais j'ai surtout trouvé un type étonnamment ouvert, étonnamment... je peux le dire d'autant plus librement maintenant qu'il a quitté la vie politique, donc on ne m'accusera pas de faire de la propagande pour lui, étonnamment décontracté, étonnamment spontané. Qui, pas une seule fois, ne m'a donné une réponse d'angle de bois, une réponse toute faite, une réponse en forme d'argument d'autorité. Enfin, une vraie discussion respectueuse. Et ben voilà, on a vraiment accroché. Je pense que sans s'être beaucoup fréquenté et sans avoir surtout mené de concert des vies personnelles et professionnelles et politiques qui ont divergé totalement, on en était restés, si je puis dire, mutuellement amis. Moi, je sais en tout cas qu'à l'issue de ce GER, c'était un GER, mais le GER, pour moi, contrairement à l'image qu'on en donne parfois dans la presse ou dans les bouquins, c'était pas une session de formation, il n'était pas mon prof.
il est devenu une espèce de partenaire pour moi, de type qui respectait mes questions et mes interrogations et qui les orientait et qui répondait de manière positive, disons, j'aime mieux le dire comme ça. Et c'est parce que j'ai trouvé ce type-là, dont je ne savais pas à l'époque, si je savais, je crois, je savais qu'il était énarque et qu'il était... Je savais que je ne savais pas son nom parce qu'il était plus ou moins haut placé dans l'appareil d'État. Et il me l'avait dit au début, il avait dit, bon voilà, je suis navré, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous dirai pas mon nom parce que je suis plus ou moins clandestin pour être... Parfois, je m'en fichais un peu. En 70, c'était pas... je suppose qu'être énarque et trotskiste, c'était pas tout à fait évident. Donc, c'était pas de la clandestinité pour faire joujou. C'était... Bon, voilà, je m'en fichais, quoi. C'était pas le problème. Mais je sais que et je le lui ai dit, j'accepte de me considérer dorénavant comme militant de l'OCI à l'issue de ces 2 mois ou 3 mois, parce qu'il y a dans ce parti des gens comme toi. Et ça m'est resté longtemps. D'ailleurs, ça me reste encore. Et ça me reste maintenant en travers de la gorge, maintenant qu'il n'est plus en politique. C'est-à-dire que j'ai pris cet engagement parce qu'il y avait des types comme lui. Daniel Gluckstein, secrétaire national de l'actuel Parti des Travailleurs, co-auteur avec Pierre Lambert d'un livre intitulé « Itinéraire », paru récemment aux éditions du Rocher. Daniel Gluckstein. Nous n'avons pas parlé de Jospin. Ce n'est pas nous qui avons mis la question de Jospin sur la scène publique, tout simplement parce que on n'a pas de compte à régler. Personnellement, Jospin, il a eu une certaine trajectoire. Ensuite, cette trajectoire s'est largement infléchie. C'est son problème, c'est pas le nôtre. Pourquoi est-ce que nous avons contesté dans ce livre l'idée que Jospin soit une taupe ? Au sens où un certain nombre de personnes suggèrent l'idée que notre conception était d'installer une taupe dans l'appareil d'État pour s'y livrer à je ne sais quelle manipulation au sommet. Et nous expliquons dans ce livre que ça n'est absolument pas la conception marxiste. On a un point de vue marxiste sur l'État. L'État, c'est l'instrument de la domination de la classe bourgeoise. Et je ne vois pas qu'une infiltration de gens extrêmement intelligents ou quoi que ce soit puisse transformer la Ve République, par exemple, en un instrument de libération de la classe ouvrière. Donc c'est pas notre conception, sans sens que c'est pas une taupe. Jospin a été au Parti Socialiste, à un moment donné où le Parti Socialiste se posait la question de la rupture avec la bourgeoisie, ou en tout cas affichait qu'il voulait se reconstruire sur cette base, et où nous, comme militants trotskistes, nous avions sur ce point, je dis bien sur ce point, pas sur d'autres, une convergence avec ceux des dirigeants socialistes qui voulaient positionner le Parti Socialiste sur le terrain de la rupture avec la bourgeoisie. Donc comme nous avions une convergence, nous avions intérêt à conforter, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, à conforter cette position. Voilà, c'était pas un travail de taupe. L'histoire a fait que les choses se sont passées autrement, que Jospin est devenu Premier ministre, qu'il a été presque président de la République, puis que maintenant il est presque rien du tout. Au début des années 70 en France, le Parti Socialiste est inexistant. Quand il commence à se reconstituer au PSDP, il se constitue au départ sur des positions assez équivoques d'ailleurs, très équivoques. Mais il se trouve que la crise de la Ve République fait qu'il y a un vide politique. Et que Mitterrand, voulant occuper ce vide politique, doit, pour l'occuper, chercher, au moins en apparence, à épouser une aspiration qui est celle de la rupture avec le capitalisme. Est-ce qu'en soi ça suffit ? Non. Bien sûr que non. C'est pour ça d'ailleurs que l'OCI est resté une nation indépendante. Si on avait pensé que c'était une situation comme en 34-35, on serait rentré au Parti Socialiste, ce qu'on n'a pas fait. C'est là qu'est la différence. Le critère, il est assez simple. Là où est la classe ouvrière sont les trotskistes. Si un mouvement de la classe ouvrière vers un parti qu'elle cherche à dresser pour la défense de ses intérêts, dans ce but-là, alors nous y serons. Ça aurait été le cas si il s'était passé dans les années 70 ce qui s'était passé dans les années 30 avec le Parti Socialiste. C'est pas ce qui s'est passé, mais il y avait cependant des processus qui posaient la question de la rupture. Donc il fallait essayer de les conforter. Sans aliéner l'indépendance de l'OCI, il fallait les conforter. Donc c'est pas contradictoire. L'ingénieur Krasine est envoyé par Lénine à la cour du tsar. Mais tout le monde fait ça. Il n'y a pas que les trotskistes qui font ça. Vous voulez que je vous cite des centaines de militants chevènementistes qui sont membres du PC depuis la nuit des temps ? Tout le monde fait ça. Le Parti Socialiste fait ça. Et l'opération Cambadélis chez nous, ce n'est pas de l'entrisme du Parti Socialiste dans les rangs de la 4e internationale ? Allons, faut pas prendre les gens pour des enfants de cœur. Nous, c'est la même question que sur l'histoire. Nous, on peut expliquer pourquoi on l'a fait. Vous avez vu Bianco expliquer dans ses mémoires pour quelle raison il a envoyé des gens dans l'OCI pour retourner des gens contre nous ? J'attends encore ses mémoires. Jospin était un révolutionnaire pendant toute une époque, puis il a cessé de l'être. Comme d'autres qui ne faisaient pas de travail en triste ont été des révolutionnaires, ont cessé de l'être. C'est pas propre à des gens qui font ce travail-là. Longtemps figure dirigeante du mouvement trotskiste français, Michel Lequesne milite toujours aux côtés de la Ligue communiste révolutionnaire. Michel Lequesne.
Il n'y a pas 2 entristes, il y en a des quantités d'entrisme, n'est-ce pas ? Justement, le premier entrisme dans la CFIO, recommandé par Trotsky avant la guerre, c'était l'entrisme drapeau déployé, ou au moins comme une tendance, n'est-ce pas ? C'est l'entrisme minimum, si on veut, n'est-ce pas ? Bon, il y a un autre entrisme, qui est l'entrisme clandestin, dans une organisation ouvrière, avec la volonté, dans une perspective d'évolution politique, de gagner des militants et de la faire, soit d'en gagner la direction, soit de créer une fraction pour sortir ensuite. Ça, c'est des entrismes classiques, si je puis dire, qu'on ne tient pas qu'on confonde, parce qu'il y a des gens maintenant qui parlent d'entrisme dans les syndicats, etc. Dans les syndicats, on n'est pas entriste, on est membre des syndicats, et ouvertement. Hein. De même, dans des organisations comme Attac, etc., on n'est pas entriste, on est dedans. Hein. On est dedans parce qu'on a le droit d'être dedans. Hein. Alors, l'entrisme inventé par Lambert, alors là, c'est un tout autre truc. Parce qu'il sert à quoi ? Il a-t-il visé ? Personne ne sait. C'est pas pour gagner des gens. Hein. C'est un entrisme d'ailleurs qui s'est retourné sur lui-même. Parce que finalement, les gens qui ont été envoyés dans le PS, mais ils sont devenus de bons membres du PS. C'est pas par astuce qu'on a dit que Jospin, il n'est plus trotskiste, il est devenu un membre du PS. C'est une véritable dérision de parler d'entrisme dans un cas pareil. Lambert, c'est un manipulateur manipulé, finalement. C'est lui qui finit par être un agent. Pierre Boussel, dit Lambert, fondateur du Parti des travailleurs. En général, on ne parlait pas beaucoup de moi. Alors, mais j'ai vu 11 livres qui sont succédés. C'est bien parce que Jospin était Premier ministre. Bon, on parlait de moi. Et c'est pas moi, c'est d'un autre qu'on parle. Je me suis jamais reconnu là-dedans. C'est d'un autre qu'on parle. Vous savez, posez-vous la question et vous comprendrez bien pourquoi Jospin, qui était un révolutionnaire, avec qui on a monté le politique, sur la ligne de la rupture avec le capitalisme, on arrivait dans des fusils à l'entrisme, qu'on a fait en 1935 avec... Moi, je m'en suis jamais caché, hein. Bon, il ne me dérange pas du tout de le dire. Comment se fait-il qu'il est devenu ça ? Hein ? Les conditions matérielles, Marx explique, les conditions matérielles d'existence déterminent en dernière analyse la conscience. Les conditions matérielles d'existence, c'était pas, Jospin n'est pas à mon avis, il a peut-être changé depuis, mais c'est pas un corrompu financièrement. Vous savez, il s'est corrodé, parce qu'il était dans d'autres conditions, il s'est pris petit à petit, puis il est devenu autre chose. Il est devenu ce qu'il était, un pauvre type. Vous savez, je compare pas Jospin à Jules Guesde. J'ai entendu parler de Jules Guesde. C'était un grand révolutionnaire, Jules Guesde. Et puis Jules Guesde, en 1914, alors qu'il considérait Poincaré et Clémenceau comme des canailles, et il est devenu dans le gouvernement avec eux. Aristide Briand, vous savez, c'est un anarchiste qui a été, attention, un combattant. À la fin du siècle, du 19e siècle, c'est une des plus fiefs et canailles. Vous savez ce qu'il disait ? Pierre Laval, qui était député socialiste avant la guerre de 14, il disait « La bourgeoisie cherche ses hommes politiques dans les poubelles du mouvement ouvrier. » Et il y a été aussi, lui. Pas simple, hein. Mais ça, il faut réfléchir à tout ça. Je vous conseille de réfléchir. Aujourd'hui producteur et scénariste de cinéma, Jacques Kirchner, dit Berg, a dirigé l'Alliance des jeunes pour le socialisme, l'organisation de jeunesse solidaire de l'OCI, tout au long des années 70. Jacques Kirchner. Mais là-dessus, ce que dit Lambert est juste. L'idée, c'était de faire entrer des militants au Parti socialiste, alors que, j'ouvre une parenthèse, de nombreux courants du Parti socialiste nous demandaient, comme on dit, de leur prêter des militants, tant ils en avaient peu. Il faut quand même... Moi, je ne citerai pas, mais quand je dirigeais la JS, le nombre de coups de fil que j'ai eu de gens qui ensuite sont devenus ministres, que je vois d'ailleurs, que je fréquente, et qui serrent les mains quand je vais avant, et qui s'en souviennent et qui me disaient « Charles, fais-moi plaisir, prête-moi quelques militants pour telle réunion de section, sinon je vais être battu par la droite, donc je ne serai pas candidat du Parti socialiste comme député. » C'était ça, hein, je veux dire, bon. Alors, comme ce type était plutôt proche
de certaines conceptions qu'on pouvait avoir sur la laïcité, sur l'école, sur la lutte contre le capitalisme, on lui prêtait quelques militants de la JS en leur expliquant: voulez-vous aller prendre votre carte du PS et aller voter pour ce type? Très souvent, les mecs disaient non. Et puis, on arrivait parfois à convaincre la dizaine de militants, tous les militants qui y allaient, qui faisaient que X, Y, Z, qui sont aujourd'hui des éminences, étaient élus. Donc, l'idée de l'entrisme, c'est le produit de longues discussions dans l'OCI sur ce qu'on appelait le parti des 10 000. C'est-à-dire, l'idée de faire un parti de 10 000 militants impliquait un développement propre de l'organisation et la capacité à faire jonction avec des militants issus, quand les conditions du choc seraient réunies, de la social-démocratie et du PC. Voilà. Et donc, pour aider à cette maturation, on a fait rentrer un certain nombre de militantes et de militants au Parti socialiste. L'idée étant que ces militants, en effet, pousseraient à la radicalisation du PS et du PC jusqu'au moment où cette radicalisation se heurterait à la politique gouvernementale et où il y aurait un choc entre les militants et cette politique gouvernementale, donc rupture avec ces militants. Bon. Le problème, là où l'emberrement, effrontément, totalement, c'est qu'évidemment, à l'époque, il était bien entendu qu'aucun de ces militants ne devait être premier secrétaire ou secrétaire fédéral, parce que ça, il était obligé de prendre en charge la totalité de la politique. Et il ne pouvait pas ensuite prétendre vouloir rompre avec cette politique qu'il avait prise en charge. Donc, tant que Jospin n'était pas premier secrétaire, il était exactement dans son rôle et à sa place. Ensuite, c'est un accord entre Lambert et lui qui l'a amené premier secrétaire, mais ça n'avait plus rien à voir avec le projet politique qui avait été mis en place. Ancien militant de l'OCI, Bernard Murat, actuellement metteur en scène et directeur de théâtre, était avec Michel Brouet l'un des principaux animateurs du comité de soutien à Lionel Jospin lors des présidentielles de 2002. Pour lui, c'est au soir du 21 avril, après sa défaite du premier tour, que le candidat Jospin est vraiment redevenu lambertiste. Bernard Murat. En tant que directeur d'acteur, j'ai qu'à regarder les gens à la télé parler et je vois plein de choses derrière. Bon. Alors j'ai toujours pensé, j'ai toujours senti corseté, quoi, de pas dire vraiment ce qu'il pensait. Et d'essayer, parce qu'il est honnête, de dire des choses qu'il pense, mais pas de tout dire, bien évidemment, mais au moins de penser ce qu'il dit, quoi. Alors moi je m'en tire toujours par une formule en disant que, en ce qui le concerne, c'est un personnage romanesque, beaucoup plus romanesque justement, on se plaignait qu'il ne le soit pas. Moi je pense qu'il l'est beaucoup plus, simplement que c'est très très caché, c'est très enfoui. Le soir du 21, c'est certainement quelqu'un qui a envie de se lâcher, et il ne peut pas se lâcher. Et il se dit à lui-même qu'il ne peut pas se lâcher, d'où les erreurs. Je pense que le 21, il a envie de dire « Allez vous faire foutre, on va pas voter Chirac ». Il peut pas appeler à voter Chirac. Il peut pas. C'est pas possible. Il veut se le faire. Il sait tout. Il connaît le personnage comme ni vous ni moi nous le connaissons. Il sait tout et il veut se le faire. Et son combat révolutionnaire, entre guillemets, il est là. C'est de le démasquer et de renverser ça. Et il pense qu'il va y arriver. Bon, et donc quand il lui tombe ce truc-là, je pense qu'entre le 21 et le 5 mai, il redevient un militant de base, vraiment de se dire il faut se faire la bourgeoisie et pas se tromper d'ennemi, quoi. Voilà. Et je veux dire, il y a une réaction, vraiment une réaction de classe, quoi. Il a un réflexe de repli où il en a eu marre pendant 5 ans et où on ne le fera pas parler pendant 8 jours, où il ne dira pas les mots qu'il doit dire à ce moment-là, parce que, encore une fois, son ennemi, c'est le représentant de la bourgeoisie. Et c'est Chirac. Et c'est personne d'autre. C'est ce que pense sans doute Lambert. Donc moi, je pense qu'il est plus lambertiste que beaucoup de gens. Lionel Jospin, autrefois formé à l'école lambertiste et aujourd'hui rendu aphasique par l'interpellation d'un ouvrier de l'U devant son usine, cette scène insolite a suscité les interprétations les plus contradictoires de la part de ses anciens camarades. Daniel Gluckstein. Le trotskisme est aussi une école pour la lutte de classe. Le trotskisme ne forme pas à être un bon Premier ministre qui dit aux ouvriers de l'U, vous allez perdre votre emploi et je ne peux rien faire pour vous. La formation trotskiste, entre guillemets, de Jospin, il n'en reste rien. Parce que sinon, face à ces ouvriers de lui, il dirait autre chose.
Il dirait d'accord, on peut pas faire grand-chose, je vais faire au moins une loi pour bloquer vos licenciements à vous. Je vais au moins faire ça. S'il lui restait une once de trotskisme, c'est ce qu'il aurait fait. Et d'ailleurs, il aurait gagné les élections s'il avait fait ça. Mais il était incapable de le faire, parce que toute once de trotskisme avait disparu depuis longtemps chez Jospin. Comédien et réalisateur, Alex Métayer a longtemps milité à l'OCI et il reste aujourd'hui un proche sympathisant du Parti des Travailleurs. Alex Métayer. Alors, vous voyez, il y a une grande différence entre Mitterrand et Jospin. Mitterrand, c'est un homme, c'était clair, c'était un bourgeois qui s'est servi du parti pour arriver à avoir le pouvoir. Jospin, c'est infiniment plus trouble et troublant. Pourquoi ? Voilà un homme qui flirte avec l'extrême gauche, avec le trotskisme, qui a donc une vision politique extrêmement précise, qui est, quoi qu'on dise, marquée par ce rapport avec le parti, et cet homme qui va être quand même celui qui va appliquer, qui va profiter de son assise socialiste pour appliquer ce que la droite ne pouvait pas appliquer. C'est tellement de notoriété publique maintenant qu'on peut pas, on n'a même pas à en discuter. Donc, la position de cet homme face à un militant, un syndiqué qui lui dit « Je gagne 4 500 francs par mois, comment on peut gagner 4 500 francs par mois ?» et qui reste quoi ? C'est justement le silence d'un homme réellement touché. Moi, j'en ai parlé souvent, parce qu'on fait pas, en politique, on veut pas faire de psychologie, mais là, on en fait un peu. Un type lui dit, camarade, comment on vit avec 4 500 francs par mois ? Et il reste quoi ? Mais c'est tout à son honneur. Son silence. Je ne le vois pas du tout, moi, comme un mec qui n'a rien à dire. Mais évidemment, ces hommes politiques qui sont rompus au langage. Moi, j'en aurais eu. Je dis, camarade, tu sais, il y a pire que toi. Il y a encore des gens, mais je sais pas, n'importe quoi. Mais il l'a pas eu. Il est resté scié. J'ai dit que cette détresse qu'il a eue, cette détresse, elle n'est pas simplement une détresse d'homme qui perd le pouvoir. Il y a une histoire Jospin qui n'est pas mise à plat et dont personne ne peut parler vraiment. Tandis que Mitterrand, le malin, oui, on peut. C'est un homme lettré, un bourgeois, en un mot, un bourgeois cultivé. Et il s'est servi du parti pour faire sa place. Voilà. Rotor, malin, machin, machiavélique, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, qui prenait son pied à ces luttes-là, pas Jospin. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Équipe de réalisation, Frédéric Quéroux, Éric Villenfin, Rémi Fessard et Brigitte Bouvier.